Bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode de Radio Conso saison 2. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler des enjeux actuels et futurs de direction financière et plus spécifiquement ceux des consolideurs. Je suis Lan Ngo, architecte solution directeur de CCH Tagetik Europe de l'Ouest et j'ai le plaisir d'animer cet épisode avec Anne. Oui, bonjour à tous, je suis Anne Massé, je suis la directrice avant-vente de Tagetik France. Tagetik, nous faisons partie du groupe Wolters Kluwer, un groupe néerlandais fort de plus de 180 ans d'existence. Et au sein de Wolters Kluwer, CCH Tagetik est le leader de la division CPM et ESG. Tagetik, nous proposons des solutions de Corporate Performance Management qui comprennent la consolidation statutaire et management, le reporting réglementaire ainsi que des solutions d'élaboration budgétaire et de planning. Wolters Kluwer est un groupe qui est coté à l'Eurostoxx 50 et qui emploie plus de 21 000 personnes à travers le monde avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros en 2023. Nous avons également le plaisir de présenter cette émission avec Patricia, ici présente. Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à ce premier épisode. Je suis Patricia Pérez-Cochard. J'ai créé un cabinet autour de la conso il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était dans les années 2000. La premier objectif du cabinet était d'accompagner les groupes dans leur transition aux normes IFRS. À l'issue de ces missions sont nées deux grandes valeurs du cabinet qui sont le pragmatisme et la transmission. Et très naturellement, à l'issue de ces missions, nos clients nous ont confié d'autres missions. En particulier, on a fait beaucoup d'optimisation de taux effectifs d'impôt, avec tout ce qui en découle sur les tax packs à mettre en œuvre et comprendre, optimiser ce taux effectif d'impôt. Et puis avec Pilar 2, on a poursuivi. Et puis, si aujourd'hui je devais décrire le spectre des missions que réalise le cabinet, ça serait un spectre relativement large, puisque on va commencer par éventuellement produire une plaquette de comptes consolidés pour des petits groupes qu'on va remettre et commenter au directeur financier, avec éventuellement quelques slides pour le COMEX, et on va aller jusqu'à l'assistance au directeur financier dans des grands projets comme des changements d'outils de consolidation, par exemple, à des directeurs de conso, comme la mise en œuvre d'IFRS 18 et ses conséquences sur les ratios financiers. Et ces valeurs, accompagnées de notre expérience, font que j'ai la fierté de compter parmi nos clients, des clients qui nous sont fidèles depuis 10, 15 ou 20 ans. Merci Patricia. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement les enjeux que tu vois avec les changements récents ou actuels ou ceux qui vont arriver? Alors, je crois qu'il y a, je pense qu'on va pas dévoiler de grands secrets. Il y a quelque chose qui préoccupe beaucoup de directions conso, c'est la fin de la maintenance d'un logiciel SAP que beaucoup de groupes utilisent depuis très longtemps, et cette fin programmée de SAP FC ou BFC pour les gens qui le pratiquent depuis plus longtemps est planifiée, donc ça a été 2027, puis on est arrivé jusqu'en 2030 a priori, donc c'est un sujet important puisque il mobilise de très nombreux acteurs de l'entreprise, la direction générale, la direction de conso, l'IT, voire le contrôle de gestion, voire les directeurs fiscaux. Donc c'est un très gros projet, et c'est vrai que l'horizon est assez lointain. Donc ça m'inquiète toujours un peu, parce que quand les horizons sont lointains, on se met pas en mode projet et on les anticipe pas assez tôt. C'est rajouté à ça qui a donné ce sentiment qu'on pouvait peut-être attendre pour changer de logiciel, tout le changement de réglementation. Alors les changements de réglementation, ils sont arrivés dans la réglementation française avec la norme sur la transparence à nouveau la modernisation, pardon, pas la transparence, mais la modernisation des comptes français, des comptes sociaux. Alors ça peut paraître anecdotique parce que on dit oui, on supprime le résultat exceptionnel, on annule le transfert de charges. Oui, c'est vrai que c'est anecdotique, mais les gens dans les sociétés, ils sont là en train de dire faut que je change mes interfaces, il faut que je suis occupé, je peux pas répondre à d'autres questions, donc ça mobilise des forces vives. Après, on a la couche qui vient juste après, sont les IFRS avec l'apparition d'IFRS 18.
c'est quand même une révolution parce que elle vient remplacer cette norme, la norme IAS1 sur le format des états financiers. IAS1, on la connaît depuis toujours, depuis 20 ans maintenant qu'on fait des IFRS, on est sous IAS1. Et IFRS 18, c'est un changement de format du compte de résultat, c'est l'apparition d'indicateurs qu'on ne connaissait pas ou qui ne sont maintenant normés. Donc là aussi, ça fait du travail pour les équipes de conso. Et ce peut-être auquel on pense moins quand on parle d'impact sur les directions de conso, c'est Pilar 2. Donc ce Pilar 2, ça y est, c'est passé, mais ça fait appel à des données conso. Donc même si c'est les directeurs fiscaux qui ont été en première ligne, on peut supposer que les directions de consolidation vont être, et les consolideurs vont être fortement impactés. Et enfin, le CSRD et les ESG, là aussi, on se dit non, ça c'est les ressources humaines, c'est la direction environnementale, mais collecter des données, les analyser, ça fait partie de la compétence des consolideurs. Donc il y a des groupes qui font appel à des ressources consolideurs. Et puis tout ça mobilise des ressources qui sont transverses, et du coup ça fait une charge de travail très significative pour l'entreprise et pour la direction financière et pour les consolideurs. Je crois qu'il y a également une problématique assez importante maintenant par rapport au volume de données à traiter pour les directions financières et les consolideurs. Oui, la volonté alors avec avec les ESG, c'est que le rapport des données extra-financières arrive à avoir une même importance que le rapport financier. On le voit dans les demandes de levée de fonds. Pour lever de la dette, on se concentre, les prêteurs se concentrent sur ces fameuses données ESG. Et en fait, c'est les mêmes données qu'on collecte. C'est des données, différentes, mais c'est les mêmes pourvoyeurs de données. Et il est important de savoir collecter la donnée, consolider la donnée, exploiter la donnée, la vérifier bien sûr avant de la publier. Et c'est le même état d'esprit que quand on fait une conso. Et moi j'ai rencontré des groupes où effectivement ont été associés d'anciens consolideurs parce que ils savent faire la collecte et l'exploitation de données. On a toujours eu aussi l'envie de fusionner les différents états parce que là on voit bien les données extra-financières. Il y a une partie taxonomie. La partie taxonomie, elle va aller chercher des données conso. Malgré tout, c'est de l'extra-financier, mais on va chercher des datas. Quelque part, il y a des datas conso. Pilar 2, c'est de la fiscalité, mais elle se calcule, la flat tax, elle va se calculer sur des données conso. Donc déjà, ça veut dire que on a besoin au moins d'avoir un accès. Après, il y a toujours, si on vient vraiment sur le financier, il y a effectivement le contrôle de gestion. Ça a toujours été une ambivalence. Un questionnement. Est-ce que je laisse mon contrôle de gestion qui a une granularité très différente en dehors du système de conso, ou est-ce qu'au contraire j'essaye d'avoir un système unifié? C'est des projets un peu sur mesure. C'est difficile de dire ce qui est le mieux. Il n'y a pas de mieux. Il y a une meilleure adaptation. Et ce que je dis souvent, c'est que la consolidation, 80%, c'est de l'organisation. Et dans l'organisation, le cœur de l'organisation, bien sûr, c'est l'outil. C'est-à-dire que l'outil va nous servir à traiter le volume, à valider la qualité et à respecter des délais qui sont malheureusement de plus en plus courts. Par rapport à la charge de travail qui est donc croissante par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, et avec également des volumétries de données à traiter de plus en plus importantes avec les délais de plus en plus courts. Est-ce que tu vois d'autres critères, d'autres facteurs importants qu'on doit prendre en considération lorsqu'on choisit un nouvel outil en remplacement de BFC, et enfin pas seulement pour remplacer BFC, mais aussi pour répondre à tous ces besoins-là? Alors, dans le cas donc de changement d'outils, j'ai informé par exemple mes clients en disant à l'époque où je pensais que ce serait 2027, mais début de cette année 2024, j'ai informé mes clients en disant il faut commencer à réfléchir, il faut se mettre dans mode projet. Donc, se mettre en mode projet, c'est effectivement déjà sensibiliser la direction générale, la direction financière, et puis rédiger un cahier des charges, et puis et les premiers mots, parce que on a commencé effectivement avec mes interlocuteurs à poser des questions, savoir ce qui les inquiétait, ce qui les inquiétait pas. Et là est arrivé, on veut pas que ça change.
Donc en fait, en gros, c'est bon, vous vous débrouillez, c'est que de l'IT et on veut pas que ça change. Alors on veut pas que ça change dans l'esprit de quelqu'un qui fournit la data. C'est je veux retrouver les écrans de saisie de l'information que je connais, ce qu'on a l'habitude d'appeler starter kit entre nous. Donc les personnes, elles veulent pouvoir saisir, donc elles ont leur balance, elles ont leur flux sur les IMO, leur flux sur les emprunts, l'API-DR, et c'est bien normal. Ils n'ont pas envie de passer 2 ans à prendre en main un outil. Donc il y a une véritable appréhension au changement, non pas le changement pour le changement, mais d'une part parce qu'on a peur de pas retrouver ses habitudes. Et au-delà des habitudes, il y a tous les outils qu'on a développés pour ne pas saisir manuellement, justement. Donc les outils de transfert de données de l'outil comptable vers l'outil de conso, ça peut être aussi de l'outil de gestion des IMO vers l'IAS pour pas avoir à saisir à la main les flux, la l'IAS fiscale vers l'outil de conso pour pas avoir à saisir la preuve d'impôt ou au moins faciliter la saisie. Et donc tout ça, c'est une crainte. Et je pense, c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, se mettre vraiment en mode projet sur un changement d'outil de consolidation pour bien comprendre les appréhensions et bien construire un outil qui va répondre aux besoins de chaque utilisateur. Et le premier utilisateur, c'est celui qui fournit la data, parce que sans lui, moi, je sais pas faire de consolidation. Ouais. Donc oui, je pense que les directions financières ont en plus une question de temps et de coût. Ils ont besoin de retrouver dans le nouvel outil la même efficacité et les mêmes moyens pour pouvoir faire leur travail correctement, efficacement. Voilà, en fait, l'idée, c'est qu'ils perdent pas de temps à se dire où est-ce qu'il faut que je mette la donnée, quelle information il faut que je fournisse. L'idée, c'est qu'ils retrouvent un petit peu, ou au moins, après il y a effectivement un accompagnement à la mise en œuvre de l'outil, des formations à l'utilisation de l'outil qui vont faire que, bien sûr, ils vont être accompagnés, mais il faut qu'ils retrouvent les principaux éléments dont ils ont l'habitude pour fournir la donnée. Ensuite, à l'autre, je dirais, dans la chaîne de production des comptes consolidés, il faut aussi que la personne qui supervise ou les personnes qui supervisent la consolidation, elles aient une aide, parce que c'est un outil primordial, mais c'est un outil. Et donc, il faut que cet outil, il permette de valider les données qui ont été saisies. Donc, pour tous les anciens utilisateurs d'outils de conso, on a nos listes de contrôle. Donc, ces listes de contrôle, quand vous êtes en supervision, vous avez 150 entités à vérifier en quelques jours, des fois même pas quelques jours. C'est bien connaître les contrôles que fait l'outil, parce que vous savez que ce que l'outil a fait, si l'outil a mis un contrôle bloquant en disant la dotation, je prends un exemple très très simple, mais la dotation au compte de résultat, c'est égal à mon flux de dotation au bilan, vous savez que votre TFT sur cette ligne-là, il va être bon et c'est pas quelque chose que vous avez à contrôler. Et donc, moi j'ai discuté avec des gens qui alimentent BFC, quand je leur ai dit, on va devoir changer d'outil, ça a été chouette, ça va être moins compliqué, il y aura moins de contrôle. Et là, moi j'ai les regardés, je dis oui, mais s'il y a moins de contrôle, moi je vais passer beaucoup plus d'heures et ça va pas être efficace. Et c'est vrai que quand on est en bout de chaîne de la conso, on a besoin de cette sécurité. Et donc il y a un certain nombre de contrôles qui vous mâchent le travail. Et du coup, on peut se polariser, nous, sur l'exploitation des données, l'analyse des données, ce qu'on peut améliorer pour les consos futurs, ce qui va pas. Et du coup, l'outil est une véritable aide, c'est comme un assistant, il nous aide à fournir une donnée de qualité. On a beaucoup parlé de traitement de données jusqu'à présent, mais est-ce que la partie restitution est très importante aussi pour les consolidants ? Ah oui, bien sûr, la partie restitution, c'est ce qui va être in fine ce qui va être publié, donc et avant il y a une granularité plus fine qu'est la restitution qui permet de préparer d'abord de continuer les contrôles et de préparer la publication. Et donc la restitution elle est fondamentale et elle peut être aussi d'ailleurs très utile pour
anticiper des opérations de restructuring, par exemple. Je veux céder une business unit, j'ai pas spécialement envie de faire toute une conso, je vais restituer un certain nombre de données. Alors comme je dis souvent, notre meilleur ami c'est Excel, donc on va restituer ça sur Excel et puis on va faire nos scénarios, nos différents scénarios sur Excel. La restitution, elle sert pour ça, mais elle sert évidemment pour la publication. On sait tous que les annexes en normes IFRS, c'est beaucoup de volume. Alors, il y a du wording, il y a effectivement un besoin de savoir écrire et de communiquer et d'expliquer. Et puis, il y a les données chiffrées. Même si on les collecte à une granularité très fine, on les publie de manière plus condensée. Mais la restitution, que ça soit pour l'analyse, pour anticiper des opérations futures, pour publier, plus elle est facile et plus elle peut être fine et plus c'est important. Et effectivement, plus il y a d'acteurs différents qui utilisent le même système, je pense toujours contrôle de gestion, conso qu'on oppose assez souvent, les granularités sont pas les mêmes et c'est vrai que souvent c'est opposé, mais in fine c'est les mêmes chiffres. Donc on devrait arriver au même résultat. Et la restitution, oui, bien sûr que c'est important, c'est très important. Et plus globalement, est-ce que tu vois autre chose en termes d'utilisation, d'ergonomie d'un outil? Est-ce que ça fait partie des critères de réflexion, de choix? Est-ce que c'est important? Alors, je crois qu'aujourd'hui, donc je peux pas parler pour moi parce que j'ai quelques années que je pratique la conso, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'attirera pas un jeune sur un outil qui a pas une ergonomie agréable. Je dirais nos forces vives en conso, ils sont nés avec un smartphone dans la main. Il faut que ça soit alors c'est pas une question de joli, mais que ça soit agréable et que ça soit fluide et que ça soit intuitif. Je crois que il y a plus cette image du consolideur qui va rentrer dans chaque règle, qui va vouloir tout piger, et c'est pas grave si c'est très moche. Donc ça c'est important pour les plus jeunes d'avoir un outil facile. Voilà. Moi c'est vrai que je suis assez sensible aussi à l'ergonomie, mais je suis encore plus sensible à la fluidité. Donc, on a parlé des restitutions. Oui, il faut que ça soit facilement restituable, mais il faut que ça soit assez intuitif. Je crois que c'est important d'avoir des modules intuitifs où on sait, parce qu'on a pris tous l'habitude de naviguer. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, je dirais pas que c'est le premier critère, mais ça en fait partie. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que ça peut avoir un intérêt pour les consolideurs? Alors là, je vais faire un rêve. Donc, je suis pas du tout spécialiste. Je suis comme tout le monde. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Alors, j'ai raconté une petite anecdote. Moi, j'ai essayé. Je voulais écrire un article sur IFRS 18. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire un article sur IFRS 18? Et il m'a parlé du chiffre d'affaires. Donc, comme vous le savez tous, c'est pas 18 qui fait le chiffre d'affaires, c'est la 15. 18, c'est les nouveaux états financiers. Alors, je lui ai répondu, mais tu te trompes, c'est IFRS 15 dont tu me parles. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, c'est trop récent pour moi. Donc, je pense que peut-être qu'il ne va pas encore nous écrire tout de suite les articles sur IFRS 18. Par contre, moi, je fais un rêve. Si l'intelligence artificielle pouvait nous faire les rapprochements interco, ça serait quand même sympa de plus avoir ce sujet-là. Je pense que j'imagine que ça doit être possible. C'est toujours un sujet, les rapprochements interco. Ça mobilise énormément d'énergie pour quelque chose qui est tellement simple sur le papier que peut-être avec un peu d'intelligence artificielle, on y arrivera. Et je pense que vos ingénieurs vont nous trouver d'autres applications. Ouais, ou d'autres sujets qui sont consommateurs de temps. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Aujourd'hui, de nous avoir partagé toutes ces informations et ces points de vue très intéressants. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, Patricia.